Le match continue dans la troisième mi-temps avec un bon maillot rugby.com, l'entreprise sensation de box mystère à l'effet surprise garanti. Des maillots de rugby, des shorts, des débardeurs pour hommes, femmes et enfants et la toute nouvelle box maillot mystère du tournoi. Craquez pour votre maillot officiel et original des 49 € et laissez le hasard décider. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Ce sera donc Bordeaux-Bègles Northampton le 24 mai prochain à Cardiff pour la grande finale de Champions Cup, puisque l'UBB s'est imposé face à Toulouse ce dimanche 35-18 au Matmut Atlantique. Avec moi pour débriefer cette rencontre, Léo Faure, Simon Valzer, bonjour messieurs. Salut tout le monde. Monsieur Franco, bonsoir. Voilà, bonsoir à tous ceux qui nous écoutaient. Une émission, vous avez l'habitude depuis le Tournoi Destination en compagnie d'un bon maillot rugby qui nous sponsorise. On a toujours plaisir de les avoir comme sponsors. On dévoilera un nouveau maillot à la fin de cette émission. On prévoit une émission un peu plus courte que d'habitude. Voilà, timing serré. Ce dimanche, on va le cacher à personne. Voilà, vous savez, Midi Olympique, il y a journal, il y a Rugbyrama, il y a beaucoup de choses à faire. On essaie de faire beaucoup de choses. Donc, pour tout faire, il faut parfois faire quelques sacrifices, mais ne vous inquiétez pas. On va débriefer cette rencontre. Ashraf en régie, lui aussi, c'est un habitué. Messieurs, on va trancher dans le vif directement. Bordeaux, clairement, était meilleur que Toulouse ce dimanche. Léo a été plus efficace, plus réaliste. Ouais. Dominant au jeu au sol, voilà, dominant un peu partout. Hormis le secteur de la mêlée qui a été assez clairement en faveur des Toulousains. Le reste, en plus, tu dis ça pas par hasard, puisqu'on a eu la déclaration d'après-match de Romain Ntama qui dit ils sont loin d'être meilleurs que nous. Non, ils ne sont pas meilleurs que nous. Ils ont simplement été plus réalistes. C'est pas mon analyse. Je sais pas ce qu'on dira Simon, mais c'est clairement pas mon analyse. Non. En fait, la grande question de ce match, c'était sur l'aspect, les collisions, la domination physique que les Toulousains pouvaient imposer. On avait vu qu'ils avaient fait mieux que rivaliser à Toulon, dont on sait qu'ils sont très forts devant, et qu'ils avaient plutôt annihilé les Toulonnais dans ce secteur. Et voilà, de par le cliché, de par l'habitude aussi un peu, et puis des fois les défaillances dans ce secteur, on savait que les Bordelais pouvaient être un peu friables. La grande question, elle était là, parce qu'après, sur le rugby pur et la prestation et la copie collective, on savait que les Bordelais étaient capables de rendre quelque chose de très haut niveau. Ils ont fait mieux que rivaliser, les Bordelais, dans les collisions, dans les impacts. Il y a eu ce début de match où ils se sont fait un peu prendre au sol par Julien Marchand 2 fois, mais ça s'est vite régulé, et c'est même les Bordelais qui finissent devant dans ce secteur. Non, plus fort à peu près partout, les Bordelais sur ce match-là en tout cas. Donc qualification logique, et le score d'ailleurs le dit. Il y a pas mal sur le score, je trouve que l'écart il est justifié sur ce match. Ouais, c'est surtout Bordeaux qui... Comme on connaît ces Bordeaux-Bègles en Champions Cup, le premier essai vient de blanc de récupération, ça va très très vite derrière, et puis ça finit sous les poteaux avec Petsamo, quoi. Simon, ça a été... Oui, pour en revenir à la déclat de Romain Ntama, quand t'es meilleur, quand t'es plus réaliste que ton adversaire, forcément, pour moi, c'est un facteur de performance. Donc, forcément, oui, t'es meilleur. Après, on peut comprendre que qu'ils étaient certainement piqués dans leur orgueil, vexés. On sait que ça a été un match sublime déjà. Il faut déjà féliciter les deux équipes parce que franchement, on s'est régalé. Et c'est aussi pour ça qu'on a hâte de voir ces phases finales, parce que c'était vraiment un match de très haut niveau, et que pour produire des matchs comme ça, il faut deux équipes de très haut niveau. On a été servi. Et après, pour en revenir au facteur de domination, clairement, le Stade Toulousain a montré, comme toujours, de belles choses, de très belles choses sur le plan offensif, mais ils ont été piégés. Déjà, on a vu qu'ils n'ont pas... Comme on le disait juste avant, ils n'ont pas dominé tant que ça devant. Ils ont vraiment été pris devant. Ils n'ont pas réussi à forcer ce verrou, ce pack girondin. Et derrière, ils ont commis plusieurs erreurs qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de faire. Alors bien sûr, on répète, on l'a dit toute la semaine, il y avait des absents, il y a des joueurs importants qui manquaient. Mais comme tu le disais, Vincent, ces Girondins ont été redoutables sur les ballons de contre, et moi je trouve qu'ils ont parfaitement exploité les faiblesses du Stade Toulousain, notamment au niveau du triangle arrière. On sait que c'était un triangle arrière qui avait peu de repères collectifs. Tous les joueurs jouaient à leur poste, il n'y a pas de problème, mais ces trois hommes-là n'avaient pas trop l'habitude de jouer ensemble. Et on l'a vu dès le début de la partie, Mathieu Jalibert a tapé à l'entrée des 40, à l'entrée des 22, ces petits jeux au pied, et tout de suite, ils les ont mis sous pression. Beaucoup de jeux au pied offensifs, Mais après, pour revenir, il faut être clair, les Toulousains ne font pas un non-match. Ah non, clairement vraiment pas. Et on a vu un super match. Ils ont eu par séquence même ils ont 10 minutes, un quart d'heure au milieu de deuxième mi-temps, où l'entrée de Jelonche notamment leur fait du bien. Ils choisissent de retravailler dans l'axe, parce qu'effectivement, on sent
que derrière la machine elle est déréglée, parce qu'ils sont moins dominants dans les collisions, donc c'est une réaction en chaîne. À partir du moment où ils sont en souffrance un peu sur les collisions, ils se mettent à jouer reculant, donc c'est beaucoup plus compliqué, ça s'ouvre moins, il y a des imprécisions et on les voit qui retravaillent dans l'axe et qui reprennent de l'ascendant, et on se dit tiens, ils peuvent refaire basculer le match, et en fait non, les Bordelais quand même à un moment ont fermé les vannes, on se remis à attaquer le sol pour ralentir les libérations, et donc nous on a vu un super match. Les Bordelais quand même, il y a 2 moments qui les déstabilisent. Il y a la sortie d'Adam Coleman qui, on a vu, Léo en parlait, ça leur fait quand même sacrément mal à mêler, et ça leur fait mal quand même dans le jeu d'avant. On voyait bien que Adam Coleman, c'est l'une des poutres quand même de SPAC, et il faut pas oublier aussi qu'ils perdent Damien Penaud sur blessure, et qu'à un moment ils jouent à 13. Ils sont à 15 contre 13 les Toulousains. Parce qu'il y a le carton à Gazzotti. Et là, il y a ce carton à Marco Gazzotti, et donc là ils ont eu vraiment 10-15 minutes assez délicates, mais ils ont réussi à garder quand même reprendre le contrôle du match, quoi. On a vu le soulagement, et la joie logique du staff Bordeaux-Bègles, des joueurs à la fin de ce match. À quel point vous pensez ce match, le fait de battre Toulouse dans un match à élimination directe malgré les absents, tout ça, de les battre, d'aller en finale pour la première fois de son histoire de Champions Cup, à quel point ce match peut être important à cette génération de l'Union Bordeaux-Bègles? On a parlé des matchs de phase régulière, ok, c'est une chose, mais ça n'a pas une immense valeur dans une carrière. La dernière fois qu'ils ont croisé Toulouse en phase finale, ils en ont pris 59. Faut se rendre compte du traumatisme que c'est quand même. Alors avec tout un contexte qui leur était défavorable, d'usure physique et des blessures qui cette fois étaient dans leur camp, n'étaient pas dans le camp toulousain mais étaient clairement dans leur camp. Il y avait à peu près tous les voyants qui étaient en faveur des Toulousains. N'empêche qu'ils en ont pris 59. Forcément que ça a dû les marquer quand même humainement, et que gagner aujourd'hui, gagner en plus de cette manière-là, propre, il n'y a pas vraiment de contestation possible. Oui, on peut imaginer que ça a été un soulagement énorme et puis une fierté énorme pour les Bordelais. Une fierté et du coup de la continuité et aussi de la confiance pour la suite, quand ça arrivera, parce qu'on imagine que ces 2 équipes, au niveau Winson, se croiseront quelques fois dans les prochaines saisons dans des matchs qui compteront. Ouais, puis ça va leur faire du bien, je pense, sur cette fin de saison, parce que mine de rien, quand même, on connaît la qualité de cette équipe girondine, mais sur les derniers mois, il y a eu les doublons à gérer, il y a eu plein de choses, mais quand même cette équipe girondine a été un petit peu branchés sur courant alternatif, et là ça leur permet de voir que sur un match d'importance capitale face à un adversaire contre qui, comme Léo le disait, ils ont vécu un vrai traumatisme, je pense que ça va leur donner énormément de confiance, et à mon sens ce match-là peut faire table rase de la finale du top 14 l'année dernière. Par contre, je pense que côté toulousain, ça va commencer à faire ça va commencer vraiment à les piquer, et pourquoi pas, moi j'aimerais les voir s'affronter encore une fois pour les phases finales parce que mine de rien, il y a 3 victoires de suite pour l'UBB. En tout cas cette saison, Bordeaux a gagné ses 3 matchs contre le Stade Toulousain. Donc là on peut dire qu'ils ont 3 victoires, c'est quand même quelque chose. Et là, comme on le disait, c'était un match d'importance capitale. Certes, il y avait des blessés, il y en a toujours, mais ça rétablit quand même bien la balance. Mais le sujet de la confiance, il est important, vraiment, j'y reviens, j'insiste pour les avants. On a posé la question et on s'est interrogé, et puis comme moi, comme les autres, de se dire, est-ce que Bordeaux va être capable de rivaliser et de faire face? J'ai absolument aucun doute qu'ils se sont servis de tout ça, parce qu'à peu près tous les médias sont interrogés sur ce sujet-là. J'ai aucun doute que les Bordelais s'en sont servis, parce que c'est toujours un levier d'orgueil qui est important, et que le combat, c'est plein de choses, c'est des micro-détails techniques, ce qu'on veut. C'est d'abord, avant tout, de l'engagement. Donc c'est sûr qu'ils s'en sont servis, mais aujourd'hui, ils savent qu'ils sont capables de le faire, quoi. Ils savent qu'ils sont capables de faire mal aux Toulousains physiquement, et ça, c'est important pour la suite. Ouais, c'est vrai, on donnera des nouvelles de Damien Penaud, parce qu'on l'a vu en larmes à la fin du match. Alors, pour tout vous dire, on ne sait pas encore si c'était des larmes de joie ou des larmes presque de déception, de se dire peut-être il y a de grandes chances que je ne sois pas au rendez-vous le 24 mai prochain à Cardiff. On n'a pas la réponse, donc on ne va pas trop s'avancer. Alors où on tourne en tout cas. Messieurs, au niveau des hommes, il y a les notes d'ailleurs que vous pouvez aller voir sur Rugbyrama. Alors il faut être abonné, donc on ne va pas les donner entières. Mais on est comme ça, on ne va pas se mentir. Non mais il y a un joueur aussi, on en parle beaucoup, qui fait beaucoup parler, c'est Mathieu Jalibert. On en a beaucoup parlé aussi lors de la finale top 14, parce qu'il était arrivé pas du tout à 100%. Il avait voulu jouer, il n'était pas du tout à 100%. Aujourd'hui, Mathieu Jalibert a répondu présent, a été dans tous les bons coups, notamment sur l'essai de Louis Belberry dès le début de la seconde période. Il crée le décalage avec une fin de jeu au pied ou qui bat Ange Capozzo. Mathieu Jalibert, c'est un match aussi qui va compter dans le futur pour lui, pour Bordeaux et pour tout ce qui entoure toujours l'ouvreur de Girondin en fait. Ce qui est super le concernant, c'est que on attend toujours de lui beaucoup. On attend l'éclair.
Parce que c'est un joueur qui a ça, qui a ce coup de rein, qui a cette magie, ce facteur X, comme on dit beaucoup maintenant. Mais je l'ai trouvé en plus très bon dans la conduite du jeu. Il en a parlé, Simon, ils ont quand même beaucoup utilisé le jeu au pied offensif, les petits par-dessus, les jeux au pied rasant dans le dos. Pour embêter. Et là, à ce jeu-là, il a beaucoup embêté les Toulousains et le triangle arrière. Les petits ballons dans le dos, il y a celui de Malia où Penaud vient au contest. Il y en a un en début de match, effectivement, rasant. Il y en a un autre pour lui-même qui met le feu un peu à la défense. Dans la conduite du jeu, il a été bon. Et puis, parce que, faut le dire, on a tous mis un moment le focus sur le duel Ntamak-Jalibert. Sur ce match, Jalibert a été meilleur qu'Ntamak. Alors, effectivement, ils sont dépendants d'un contexte équipe. Ntamak, on le sait, jouer à côté du Dupont ou sans Dupont, c'est pas tout à fait la même chose pour lui parce qu'il n'a pas le même profil et c'est moins confortable. Mais si on prend la performance brute de ce match-là, avantage Jalibert. Et ça doit lui faire du bien quand même à Mathieu Jalibert. On imagine, oui, c'est vrai que Jalibert a été, comme on le dit, intouchable et magistral dans tout ce qu'il a fait, quoi. Ouais. Puis alors vraiment, je trouve que cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles, vraiment avec son technicien irlandais, Noël McNamara, attaque vraiment bien. Et j'ai l'impression que Mathieu Jalibert s'épanouit vraiment dans ce jeu ultra offensif. Et ils ont fait de ce jeu au pied offensif... ce secteur du jeu au pied offensif vraiment une arme, quoi. Et ils ont raison de le faire parce que sur les ailes ils ont des joueurs comme Louis Bielbiarré et Damien Penaud qui n'attendent que ça, en fait. C'est des mecs qui partent, qui sont hyper réactifs et qui peuvent se téléporter vers la zone de chute et mettre la pression sur l'adversaire. Et franchement, j'aurais pas aimé jouer arrière ou sur le triangle arrière cet après-midi avec le Stade Toulousain parce que ils ont passé vraiment une après-midi vraiment délicate. Ils ont été souvent sous pression. Après, Malia s'est sorti super bien de plusieurs situations chaudes. Mais là où ça a pêché, je pense que c'est au niveau de l'entente. Chacun a fait une petite erreur. De la fluidité, de la communication entre ces trois hommes. Il faut quand même rappeler que ce triangle n'a jamais vraiment été aligné, en tout cas pas sur des matchs de cette intensité, de cet enjeu-là. Donc à ce niveau-là de compétition, ça peut créer des différences. Et puis il y a un bonhomme casqué aussi. Il allait ton petit doublé. Bon, après, c'est un dimanche classique pour le Bielbiarré qui est déjà peut-être chez lui sur son canapé et qui termine son week-end tranquille. Mais encore une fois, on est mal habitué, j'ai envie de dire. Il met un essai de 80 mètres et presque, nous, amoureux du rugby, on savoure, mais il nous y a habitués, quoi. Après, j'aimerais bien mettre autre chose parce que on le sait, c'est un phénomène de vitesse. À partir du moment où il est décalé par Jalibert sur son aile, ça va très vite. Il dépose Graou, il revient à l'intérieur. On le sait que personne ne le reprendra, c'est fini. C'est quand même un très très bon joueur de rugby en termes d'intelligence, de Q-rugby, de tactique. J'ai souvenir cette action en fin de match où ils finissent par marquer derrière le dernier essai. Il est en bout de ligne, sa classique, sauf qu'il a 3-4 défenseurs qui reviennent. Il fait son retour intérieur, mais il arrive à rester sur le terrain, à résister au retour. Il a quand même cette intelligence-là de pas que finir. Il a son premier essai, effectivement, où là, il se met en finisseur. Faut le mettre quand même. Il n'y en a pas beaucoup qui le mettent parce que l'espace, il n'est pas large. Il faut avoir les vitesses pour garder l'espace. Il faut maîtriser la roulade avant en aplatissant. Ça, je sais pas qui. On rigole, mais il est dur à mettre cet essai en réalité. Il est loin d'être fait, mais il a quand même une intelligence aussi de rugby. Il commence à être fort en défense, ce qui n'est pas donné avec son gabarit. C'est pas un gros gabarit, c'est pas un gros volume, et il commence à être fort en défense et stratégiquement à bien garder ses couloirs, à la capacité avec sa vitesse à compenser des fois des retards, des décalages numériques, et à impacter les joueurs qu'il a en face, ce qui est pas évident. Non, c'est un super joueur plus Bielbiarré, et c'est pas seulement un sprinter, faut quand même le dire. C'est un petit joueur, quoi. C'est bon. Comme on en croise tous les week-ends. Les joueurs qui courent très vite, il devient vraiment bon. Déjà, on l'a vu tous. Il a frappé un grand coup lors du dernier tournoi, on l'a bien vu, mais il devient vraiment une référence mondial au poste. Maintenant, voilà, c'est un nom connu à travers. Et là, je pense que les images, je pense que toute l'Europe du rugby va regarder les images et ils vont encore une fois voir qu'il est dans la droite lignée de ses prestations faites qui nous a offertes avec l'équipe de France pendant le tournoi. Louis Bielbiarré, du coup, qui va croiser la route de Northampton le 24 mai prochain, parce que c'est aussi... Alors, c'est super match sur le papier. Voilà, c'est un plus gros coup de tonnerre que la victoire de Bordeaux contre Toulouse est déjà une très très belle performance des Girondins. Mais la défaite du Leinster, ne nous mentons pas grand monde l'avait vu venir, surtout de cette manière-là. Bien sûr. Ça va être un gros match, le 24 mai prochain, et ces deux équipes presque qui se ressemblent. C'est ça le problème, c'est que quand on annonce ça, en général, ça finit par un piteux de 12-9 et on est déçu. Non, mais sur le papier, c'est deux équipes hyper offensives. Northampton,
il y avait quand même, effectivement, la logique aurait voulu que ce soit Toulouse-Leinster, revanche de la dernière finale et tout ce qu'on veut. Northampton, ce qu'ils avaient fait contre Clermont et contre Castres, qui ne sont pas des équipes calibrées pour aller jouer le top 4 européen, mais qui sont quand même des équipes solides, ils les avaient débordés de partout, ils les avaient noyés, les deux, et on voyait quand même que c'était une équipe qui offensivement était capable de créer des choses, allant chercher très vite les couloirs avec aussi des super ailiers. Et ils ont un peu noyé comme ça le Leinster. Bordeaux là, on se dit qu'on peut avoir un match absolument superbe en finale. Ce qu'il faut, c'est on va appeler les Gallois qui ferment le toit. Déjà, du Principality Stadium. Déjà, dès aujourd'hui, au moins, on ne prend pas de risque. Sur les deux profils d'équipe, on doit avoir une finale super chaud. Voilà, juste pour vous dire, voilà, Tommy Freeman, l'ailier de Northampton, et Jean-Michel Triplé là. Voilà, a marqué. Freeman et LBB, a marqué tous ses matchs du tournoi avec l'Angleterre. Il a marqué tous les matchs Champions Cup cette saison. Il a marqué. Il sera face à Loubiel Biarré. Il a mis un triplé ce week-end. Il a mis un triplé ce week-end en une mi-temps. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas découvert, même si j'ai confiance à ceux qui nous écoutent, il y a une petite chevelure blonde du côté de Northampton qui fait parler d'elle, voilà, mais dans les bons côtés. Dans les bons côtés, je pense que les Bordelais auront à cœur. Joueur génial aussi. Hein, joueur génial. Ok, on va s'amuser à le détester, à en faire notre tête de Turc lors des crunchs et qu'il il a un peu ce côté arrogant. Enfin, joueur phénoménal pour l'instant. Ce qu'il montre à 20 ans. Si vous l'avez pas vu, allez voir son essai. On parle de Pollock. On l'a pas cité son nom, c'est Henry Pollock, le 3e ligne de Northampton. Une machine de guerre qui a 20 ans, qui est champion du monde du vin l'été dernier avec l'équipe d'Angleterre, qui a gagné le tournoi il y a 2 ans, la saison dernière avec l'équipe d'Angleterre. Qui doit être meilleur jeune au monde l'an dernier, je pense. Et qui est nommé, voilà, pour être potentiellement le meilleur joueur européen de la saison. Henry Pollock, qui est le seul joueur de Northampton. Si Northampton gagne, ils seront pas loin. Si Northampton, voilà. Et aussi jeudi, il y a la liste des Lions britanniques que vous retrouverez sur le Birama. Bon, ça va être difficile de dire s'il n'y est pas. De se défendre. Non, mais c'est vrai. Et juste pour revenir un peu sur le stade toulousain, est-ce que vous pensez que cette défaite, avec le contexte qu'il y a autour, les absences, tout ça, ça va gonfler encore un peu plus l'esprit de compétition qu'ont ces joueurs habitués à gagner depuis plusieurs saisons? Est-ce que ça va gonfler leur motivation pour aller chercher le top 14, ou est-ce qu'ils n'avaient pas besoin de ça au final, même s'ils avaient gagné je pense que ça va fortement agacer le PAC, et certainement ça va piquer dans leur orgueil pas mal de joueurs du PAC. Je pense notamment à Emmanuel Meafou qui a certes, on l'a vu, qui a nagé dans les malls girondins, qui est allé chercher des ballons incroyables, mais qui a aussi commis des maladresses, qui a fait des erreurs qui ne lui ressemblait pas. Je pense qu'il va vraiment agacer ce PAC toulousain qui, bon, il y a rien à dire au niveau de la mêlée. Voilà, la mêlée a été dominatrice, mais il y a François Cros aussi. On a vu commettre des fautes on l'a vu même rager contre lui-même, contre ses propres erreurs. Et je pense que ça va les piquer, les Toulousains, surtout devant. Et devant, le jeu au sol, on en a parlé, Léo, avant cette émission. Alors, sur le jeu au sol, ça commence devant. Ils leur ont fait du mal, les Bordelais. Même si les 3 quarts peuvent déblayer, notamment, leur a fait beaucoup de mal, mais pas que lui. On a vu que même Retire à la fin avait gratté un ballon. Au final, Tameifuna. L'entrée de Tameifuna, c'est un vrai tournant du match, parce qu'il fait vraiment une demi-heure. Il gratte des ballons extrêmement importants. Et ça se voyait qu'il n'était pas à 100%. Non. Dans son langage corporel, mais un Tameifuna. Même dans ses déplacements, même s'il avait été un monstre de déplacement, on voyait quand même qu'il allait sur les tâches de base. Enfin, sur les tâches de base, une fois qu'il est posé, tu l'enlèves plus, quoi. Non, c'est trop tard. Non, mais c'est vrai que le PAC, il y a aussi cette petite alerte pour Toulouse dans le jeu au sol, où ils avaient dominé contre Toulon, par exemple. Et là, ils ont souffert, et c'est en partie une raison de leur défaite. Ah oui, complètement, ouais. C'est souvent les sources, les outils qu'ils utilisent pour remporter les grands matchs. Moi, je me souviens d'une finale contre le Leinster. Voilà, ils avaient réussi à dominer le Leinster dans le jeu au sol. Le jeu d'avant, voilà, on peut dire ce qu'on veut sur le jeu toulousain, sur les passes et tout ce que tu veux, mais ils sont excellents. Pourquoi ? Parce qu'ils sont meilleurs que les autres sur les fondamentaux et les tâches obscures, quoi. Et ils s'en font gratter 2 notamment très importants, je trouve. Voilà. Celui juste avant la mi-temps de la Motte, parce que 18-11, ils peuvent tourner à 18-18. Ils sont revenus ils ont quand même souffert l'entame de match, mais on voit qu'ils sont plutôt revenus dans leur match. Ça y est, ils sont rentrés dedans. Ils commencent à arriver à enclencher un peu des séquences, à perdre moins de collisions. Et celui qui est gratté, je crois que c'est la Motte, juste avant la mi-temps. C'est la Motte. Il est super important parce qu'il permet au Bordelais de rentrer quand même avec Lagnac, et ce qui aurait été peut-être un peu plus compliqué s'ils tournent à 18-18 avec malgré la première temps qu'ils font, et celui de Retire, je trouve, est important parce que là on est vraiment en plein dans le moment où les Toulousains sont en train de rattaquer l'axe, de faire très mal dans l'axe. En plus, ils trouvent de l'avancée avec Marchand, avec Gelonche, avec ces joueurs là, et Retire qui d'ailleurs va chambrer ou se fait chambrer, je sais pas trop, avec Malia. Je pense à chambrer, Malia a répondu, mais il y a quelques mots, mais c'est vrai que dans le scénario du match, il est vraiment
vraiment très important parce que c'est un moment où les Bordelais sont un petit peu en train de prendre l'eau et celui-là il fait du bien et il permet aux Bordelais de retrouver. Il y a un autre moment qui est très important, c'est la pénale touche de Jalibert. Oui, on a parlé sur Jalibert, où il prend le risque, il fait une prise de risque maximale, il va la chercher à 5 mètres de l'embut. Il y a essai juste après de Beauchaton. Ouais. Mais il y a vraiment la prise de risque maximale, il aurait pu assurer. On a toujours tendance à dire le plus important c'est de la trouver. Non, il y a des moments il faut prendre le risque de pas la trouver parce que là, à ce moment-là, son équipe était quand même dans le dur et je pense que de basculer d'un temps faible et d'un temps difficile pour les Bordelais à une opportunité d'essai sur un seul coup de pied dans la tête, ça leur a fait beaucoup de bien. Et en fin de match, il y a aussi les soutiens offensifs de Toulouse qui ont été énormément sanctionnés, notamment Mathis Castofera, et je pense que c'est dû à la crainte de se faire gratter le ballon. Forcément, on va vers le sol, c'est un peu humain, mais c'est pénalisable. On surengage. En surengagement, du coup, on maîtrise pas trop ses appuis et Monsieur Brace les a sanctionnés, donc ça prouve aussi. C'est un cercle vicieux où tu te fais gratter des ballons, tu veux être plus dur à l'impact et au déblayage, mais du coup, tu peux commettre des fautes. Voilà. Est-ce que je vous lance un petit pronostic pour la finale le 24 mai prochain ou on se le tente pas trop tôt? Trop tôt, il faut savoir les absents, les possibles retours, parce qu'on l'a vu cette semaine, ça peut vite tourner. Mais est-ce que au nombre d'essais, 14, 15 en tant que Français, on a envie que ça soit Bordeaux, forcément. Donc 2 triplés, un pour Freeman, un pour Bielbiarré. Voilà. Déjà, donc il y aura déjà 6 essais, ça on vous le signe, c'est sûr. Moins de 18 essais ou pas dans le match? Je vous le dis. C'est vrai que là. Ce qui est dur, c'est qu'en plus, face au Leinster, à la limite, c'est presque facile de dire le Leinster sera favori. Et allez, on mise la grosse cote ou l'exploit. Sauf que là, c'est 2 outsiders. C'est 2 outsiders, mais qui jouent super bien. Et ce qu'a montré Northampton depuis le début de la campagne européenne, c'est fort. Juste à voir, Northampton n'a plus rien à jouer dans son championnat. Bordeaux est à la course pour le top 2, ça peut compter. Si Bordeaux va être obligé peut-être de faire jouer ses 4, peut-être Northampton va opter une stratégie un peu plus de faire souffler, même si on voit que le Leinster, beaucoup soufflé, ça marche pas toujours. Tout le monde au physique, tout le monde au frigo et rendez-vous le 24 mai. Non, parce que aussi, un mot avant de clôturer et de découvrir le maillot, un mot aussi sur le Leinster qui au final, chaque année est attendu. Alors, les années précédentes, ça allait en finale quand même. Là, il y a une énième déception quand même. Je trouve qu'il y a un phénomène d'essoufflement quand même qu'on a vu dès le début de la campagne. Alors certes, ils ont leur 8e quart, ils sont impressionnants. Il n'y a pas eu match, mais je parle dans la globalité des Irlandais parce qu'on a vu que les Irlandais avaient quand même souffert en novembre. Ils se font prendre 2 fois à la maison, alors que ça leur a été pas arrivé depuis longtemps. Que dans le tournoi, ils font un bon tournoi sans plus. Nous, on leur en met 40, mais ils sortent sans bonus, je crois, au Pays de Galles, alors que tout le monde avait roulé sur le corps du Pays de Galles. Je trouve que la globalité de cette génération-là irlandaise et arrive à un point d'essoufflement quand même. Moi, j'ai mis des réserves sur Sam Prendergast. Je trouve que... Non, pas Sam. Si, Sam. Sam Prendergast, Et je me demande s'ils ont misé sur le bon cheval, les Irlandais, parce que clairement, toute la Fédé a mise sur cette équipe du Leinster. Donc qui favorise, ça c'est accepté, ça fait râler le Ulster et le Munster, mais c'est comme ça, et le Connacht bien sûr, mais c'est comme ça. Et je me demande s'ils ont vraiment misé sur le bon choix, parce que il me convainc pas quoi. Il m'avait pas convaincu pendant le tournoi, et je le trouve, en tout cas je retrouve pas ce fameux jeu clinique et chirurgical des grandes années du Leinster, ou du moins je trouve que même si ça joue bien autour de lui, je trouve qu'il impulse pas, il donne pas de coup de fouet à cette attaque. Mais on parlait tout à l'heure de Pollock, qui a explosé très vite, qui était très très fort chez les jeunes déjà. C'est pas une surprise absolue. Prendergast était très fort chez les jeunes et lui il franchit pas effectivement pour l'instant. Alors il a un poste quand même qui est plus exposé stratégiquement dans la conduite du jeu, et il a une étiquette excessivement lourde à porter. C'est le successeur de Sexton. Et pour l'instant, non, je suis d'accord avec toi, il est pas au niveau. Après il a 21 ans, je pense. Prendergast, il joue ouvreur, donc mais c'est vrai que pour l'instant il est pas au niveau. Et il est pas au niveau. Le maillot, il est lourd à porter. Il est lourd à porter. Pollock ne succède à personne de particulier d'identifié qui aurait été une icône. Tu mets des cartons, tu cours partout, tu te proposes pour des courses tranchantes. Enfin, Pollock fait du Pollock quoi. Là, il termine le match avec 22 plaquages. Il y a cette course tranchante 23 avec son essai. Voilà, c'est vrai que c'est plus facile pour un troisième ligne de faire un match de haute volée, alors qu'un ouvreur c'est le niveau au-dessus. Et comme un symbole, son essai il dépose. Sam Prendergast, qui a pu que malheureusement pour lui le regarder passer. On va passer, alors on s'excuse parce qu'on parle de Lyon Racing, le Loup s'est qualifié pour la finale Challenge Cup. Pardon, attendez, parce qu'il y a Ashraf qui me parle, pas de souci. Non mais voilà, Lyon a battu le Racing 92 ce dimanche, c'est pas contre eux, on l'a dit, timing réduit ce dimanche. On a parlé de Champions Cup, mais Lyon affrontera Basse
le 23 mai, c'est la veille, c'est comme d'habitude le vendredi soir. C'est un joli match en plus. Ah oui, ça va être un joli match. Même celui de cet après-midi était bien, parce que le Racing a pas explosé en vol, ils ont craqué sur la fin, mais ils étaient un peu décrochés, ils sont revenus au score. C'était plutôt un match plaisant. Le Loup qui a déjà gagné cette compétition il y a quelques années contre Toulon, c'était au Vélodrome, c'était en 2022. Et puis voilà, une nouvelle chance contre Basse, le Basse de Finn Russell par exemple. Si on devait faire juste un petit zoom sur Michael Guillard qui a fait un match excellent qui confirme qu'il est bien des tout meilleurs de deuxième ligne de France. Il est au niveau, il est très très fort. Clairement. On va passer au grand moment, messieurs. Allez. Avant de clôturer cette émission, un bon maillot. Comme d'habitude, le jingle, et on présente rapidement ce qu'est un bon maillot rugby et on découvre un nouveau maillot. Donc voilà, vous en avez l'habitude maintenant pour ceux qui nous suivaient et ceux qui venaient d'arriver, pas de souci. Un bon maillot rugby qui nous sponsorise cette saison depuis le tour à destination. Alors un bon maillot rugby, c'est un site où vous pouvez trouver des maillots de top 14, Premiership, URC et Super Rugby, des nations aussi, des sélections internationales sur les 4 dernières saisons. Voilà, vous pouvez avoir un maillot de 2022 par exemple. Et c'est important, notamment avec les rivalités qui existent aujourd'hui. Vous pouvez mettre des clubs que vous ne voulez pas. Voilà, ne vous inquiétez pas les Bayonnais, pas de maillot Biarro sur le canapé. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, vous pouvez mettre. Ça c'est pas bête, n'empêche. Vous pouvez mettre les équipes que vous ne voulez pas. Bien sûr, il y a un code moins 10% avec le code 3MT10. MT majuscule pour ceux qui nous écoutent. Voilà, et c'est un nouveau maillot. Alors là, c'est un maillot d'un club. Il y a quelques semaines, on avait découvert le maillot de Glasgow. Tu l'as déjà ouvert? Qui avait passé un maillot. Non, mes collègues l'ont déjà ouvert pour enlever le plastique. Ok, d'accord. Mais toi, bon, tu sais pas. On avait pris le maillot de Glasgow qui venait d'en prendre 50 au Leinster. Aïe. Bon, voilà, c'était peut-être pas le bon week-end. Mais messieurs, je vous laisse découvrir le dévoiler. Je laisse la mort. Allez, Simon qui va avoir l'honneur de dévoiler ce maillot. Oh bah tiens, c'est un symbole. Coupe d'Europe. Tu peux le sortir. Simon, pour information, suit Montpellier à l'année. C'est pour ça que. Méga stylé celui-là. Le maillot Coupe d'Europe, spécial Coupe d'Europe de Montpellier. De cette saison, si je ne me trompe pas. Voilà, de Montpellier. Oui, c'est ça, c'est celui de cette saison. Et alors, c'est un symbole, comme disait Léo, mais Simon, pour ceux qui suivent, suit le MHR tout au long de la saison. Et pour le coup. Je préfère préciser, ce n'est pas fait exprès, je ne savais pas le maillot qu'il y avait dedans, on ne sait jamais au moment d'arriver. Franchement, seulement quelques collègues, donc si tu veux le faire passer. Tiens. Voilà, le maillot de Montpellier. On le garde pas. Ah si, celui-là, il sera gardé dans la rédaction. Et lundi, comme d'habitude, tirage au sort sur les réseaux sociaux de Rugbyrama pour gagner une boîte entière chez vous. Avec un maillot dedans, pas juste la boîte. Voilà, avec un maillot de Montpellier. Donc voilà, le maillot de Montpellier. De Coupe d'Europe, bien évidemment. Qui est joli quand même. Noir et or, il est vraiment stylé. Parce qu'on sait qu'il y a des clubs. C'est dommage, ça leur a pas porté chance cette année. Tous les clubs qui se ratent bien en Coupe d'Europe. Voilà, mais tous les clubs français dévoilent un maillot spécial Coupe d'Europe. Et c'est pas toujours des réussites. Et là, pour le coup, le maillot Coupe d'Europe est même plus joli que je trouve que. Montpellier qui était bien parti à Challenge Cup d'ailleurs, Simon, mais qui est un peu déçu. Juste 19 points sur 20 possible. Et voilà, puis après Gloucester et badaboum. Et puis badaboum, voilà. Et du coup, finale Lyon-Basse. Les Montpelliériens qui n'ont pas pu se qualifier. Merci, messieurs. Merci à cette toi. émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, merci à Ashraf en régie. On va aller terminer un journal qui sera disponible dès ce soir, dès ce dimanche soir en numérique. Merci à tous. 21h15, je pense qu'on est là. Si on gère bien les délais, à 21h15, vous avez votre journal. 21h15. On s'excuse pour la courte durée, mais on ne pouvait pas faire autrement. J'espère que ce sera différent les prochaines fois. Les prochains rendez-vous, jeudi, Kick-Off Rugby, comme d'habitude, sur Twitch. Dimanche prochain, 23h du coup. Troisième mi-temps après Montpellier-Bordeaux. On retrouvera l'UBB à Montpellier le dimanche soir à 21h. Et voilà, Bordeaux en finale de Champions Cup, Lyon en finale de Challenge Cup. Le rugby français bien représenté. Encore une fois, on en a l'habitude depuis plusieurs saisons. C'est des affiches exotiques, quoi. C'est pas des duels franco-français. Franchement, c'est. Non, et puis il y a de la nouveauté aussi. Dans Bordeaux, c'est quand même de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. Et voilà. Et samedi, bien sûr, live la grande mêlée, comme d'habitude. Merci à tous. À la prochaine. Ciao, ciao. Le match continue dans la troisième mi-temps avec un bon maillot rugby.com, l'entreprise sensation de box mystère à l'effet surprise garanti. Des maillots de rugby, des shorts, des débardeurs pour hommes, femmes et enfants et la toute nouvelle box maillot mystère du tournoi. Craquez pour votre maillot officiel et original des 49 € et laissez le hasard décider.